6 mois après mon activité, j'ai fait une vente où il y a eu 200 commandes passées en 4 heures. Et c'est là que je me suis dit, c'est de la folie. Elle me dit, madame, on est vraiment désolé. On aurait bien voulu vous laisser continuer pour que peut-être potentiellement vous accouchiez naturellement, mais malheureusement, en fait, le cœur du bébé, là, il est instable. Une fois, moi, j'étais partie chez un médecin. Elle me dit, madame, c'était une césarienne. Et je lui réponds, je te jure, je me suis pas rendu compte, j'ai une larme qui est sortie. Elle me dit, madame, ça va? Je dis, bah oui. Elle me dit, mais vous savez que vous avez les yeux mouillés. Mais t'as les larmes aux yeux, arrête, non, tu vas me mais faire c'est pleurer. vrai que Forcément, des femmes qui sont plus âgées et qui vont pas comprendre une jeune fille, parce que j'avais quand même 19 ans à l'époque. Ah ouais. Faut le dire, j'étais quand même très jeune. Une jeune femme de 19 ans qui va nous apprendre à gérer notre foyer, à nous dire comment s'épanouir dans notre sexualité. C'est pas quelque chose de commun déjà, surtout à cette époque en 2017. Les Marquises, le média positif. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On est sur l'émission Les Marquises. Aujourd'hui, je suis très contente de vous ramener une nouvelle invitée que vous allez découvrir dans quelques instants. Avant de commencer, laissez-moi me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Dinaya, je suis entrepreneur, mentor business. J'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur business, leur commerce, en ayant une communication puissante qui leur ressemble. Sans plus tarder, je vous présente la fondatrice de Femmes de Valeur, Doussou Camara. Doussou, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Doussou, est-ce que tu peux te présenter pour toutes celles qui ne te connaissent pas? Alors oui, bien sûr, moi c'est Camara Doussou, je suis plus connue sous le nom de Douce, j'ai 28 ans, je suis maman d'une petite fille et maman d'un petit garçon de 11 mois, je suis mariée, je suis coach en relations conjugales et chef d'entreprise d'une marque d'aphrodisiaque qui s'appelle Femmes de Valeur. Machallah. Douce, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Comment tu passes de Magno, donc une jeune mariée qui partage des astuces sur les réseaux sociaux, à entrepreneur? En fait, ça a été quoi le pont? C'est quoi? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait une demande? Pourquoi les gens ils t'ont sollicité? Et comment tu t'es dit, c'est bon, je me lance, je vais commercialiser des produits et je vais coacher les gens? Alors, cette transition, elle s'est faite à un moment donné où j'arrivais plus à aligner le travail. Donc, j'étais aide-soignante de base. Et le fait de coacher les femmes et de faire propulser ma marque. Donc, du coup, j'ai arrêté, en fait, de travailler pour me consacrer entièrement au développement de ma marque et à mon activité de coaching, ce qui s'est concrétisé par une formation de coach en relations conjugales et j'ai donc été diplômée. Machallah, machallah. Oh ben, c'est magnifique. Et du coup, si je reviens à tes tout débuts, en fait, tu partageais à la base des astuces, des conseils de ta vie, en fait, des choses que tu vivais au quotidien. Et il y a eu un engouement, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Alors en fait, je me suis lancée sur les réseaux, pas dans le but de devenir influenceuse, mais tout simplement de partager mon savoir. Vu que je venais de me marier, je trouvais que c'était important de partager entre femmes des conseils, des astuces, etc., de façon à pouvoir être épanouie dans sa vie conjugale. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à partager ce que je savais, ce que je connaissais. Et en fait, oui, ça a pris de l'ampleur assez rapidement sans que je m'y attende. Les gens ont beaucoup adhéré parce que je pense que c'est un besoin en fait auquel je réponds concrètement et c'est un peu ce qui m'a lancée, quoi. Masha'Allah. Et Douce, moi je me pose la question. Toi t'arrives, t'es une jeune mariée, tu partages des astuces, ça prend bien, tu vois qu'il y a de plus en plus de demandes, tu te mets à ton compte, du coup tu crées ton entreprise. Mais est-ce que t'as pas eu ce syndrome de l'imposteur de te dire, moi j'arrive, je suis jeune mariée, j'ai pas non plus énormément d'expérience et je donne des conseils parfois à des femmes qui ont 2-3 fois mon âge? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas du tout ressenti en tout cas ce syndrome de l'imposteur, honnêtement, parce que je suis une personne de très spontanée, donc je fais les choses assez naturellement. Et surtout que je pars du principe que c'est pas toujours, en tout cas, l'expérience qui fait le savoir. C'est vrai. Des fois, il suffit juste d'apprendre, en fait, tout simplement, de se renseigner, de se cultiver. Donc, j'estimais que j'avais quand même certaines connaissances, même si je ne pouvais pas tout connaître à cet âge-là. Et pour moi, le plus important, c'était de le partager avec des femmes. En fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est aider la femme. Donc, c'est ce que je faisais. Alors, oui, bien sûr, j'ai reçu des critiques. Donc, forcément, des femmes qui sont plus âgées et qui ne vont pas comprendre une jeune fille, parce que j'avais quand même 19 ans à l'époque. Ah ouais. Il faut le dire, j'étais quand même très jeune. Une jeune femme de 19 ans qui va nous apprendre à gérer notre foyer, à nous dire comment s'épanouir dans notre sexualité. C'est pas quelque chose de commun, déjà, surtout à cette époque, en 2017. Donc voilà, c'est vrai que les gens, certaines personnes, en tout cas, ont eu du mal au début. Mais au final,
final, ce sont ces mêmes personnes-là qui se sont ralliées à ma cause et qui, aujourd'hui, continuent de me suivre, continuent d'apprendre et de m'apprendre aussi, bien évidemment, parce que je n'ai pas la science infuse. Ok, mais c'est très très beau ce que tu dis et pour le coup je te rejoins là-dessus. Beaucoup de femmes entrepreneurs, moi je le vois vu que je coach, en fait elles ont ce syndrome de l'imposteur et elles vont courir après les diplômes et les formations, mais il y a des gens, je t'assure que même avec des diplômes, elles ont ce syndrome. Et c'est vrai que c'est pas évident, franchement bravo, toi tu as eu le courage de t'affirmer et de prendre ta place, mais c'est pas le cas de tout le monde du coup. Rapidement, quel conseil tu donnerais à une entrepreneur qui s'est lancée dans un domaine et qui bloque, qui pense qu'elle a, en fait, limite, qu'elle n'est pas à sa place? Quel conseil tu lui donnerais pour qu'elle ose et qu'elle passe à l'action, en fait? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de croire en soi, en fait. Et je pense que c'est la base de tout, la confiance en soi. Quand tu crois en toi, déjà, tu te laisses déstabiliser moins facilement. Et puis surtout, quand les personnes, ils ont en face d'eux une personne qui a confiance en elle, qui est confiante, ça se ressent. Donc, automatiquement, la confiance qu'ils vont t'accorder va tout simplement découler de ce que toi, tu dégages. Donc, moi, je dirais que c'est le premier point à prendre en compte. Et surtout, il ne faut pas être rattaché au regard des autres. On vit pour soi. Si tu as une passion, il y a quelque chose que tu aimes partager et que tu sais surtout que tu réponds à un besoin qui est existant, il ne faut pas hésiter. En fait, il faut le faire. C'est ça. Il y a des personnes qui ne vont pas aimer, il y en a d'autres qui vont aimer. Le plus important, c'est que tu arrives, toi, à avoir ta communauté qui aime ce que tu fais et voilà, à prospérer dedans. Et surtout, Douce, pour le coup, c'est très pertinent ce que tu dis. Toi, t'es arrivée dans un domaine extrêmement tabou. On le sait, chez nous, les femmes noires, des fois, j'ai l'impression que le plaisir, il est réservé aux hommes. Exactement. Et nous, en fait, limite, une femme qui aime ça, c'est mal vu. Donc, comment... En fait, là, je voulais arriver à une question vraiment que je trouve très, très importante. Et du coup, on va toutes profiter de ta sagesse. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se libérer, qui n'arrivent pas à affirmer, si tu veux, la féminité qu'elles ont en elles, etc. Du coup, toi, comment tu as fait pour te dépasser? Est-ce que c'est inné à la base? Tu es quelqu'un qui est à l'aise avec ton corps et tout? Ou tu l'as appris? Et quel conseil tu donnerais à une femme qui n'arrive pas à se lâcher? Alors, moi, je dirais que c'est un peu des deux. Okay. Il y a du acquis et il y a de l'inné. J'ai toujours été coquine de nature, mais il faut savoir que j'ai eu une maman qui est très ouverte d'esprit. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a enseigné la plupart des choses que je sais. Donc, ma grand-mère vendait des secrets de femmes. Donc, elle était en fait dans tout ce qui est la féminité, la sexualité, etc. Elle l'a transmis forcément, du coup, à ma maman, mes tantes. Et du coup, en fait, dans notre famille, chez nous, c'est très, très normal. C'est pas du tout tabou. Donc, moi, avant d'arriver sur les réseaux, j'avais pas conscience que c'était un sujet qui était tabou parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai compris. Ok. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que, de par ma nature, je suis très à l'aise avec ça. Ok. Voilà. Ensuite, ce que je pourrais conseiller, du coup, à une femme qui a un peu du mal à affirmer, on va dire, sa féminité et qui est réservée là-dessus, c'est dans un premier temps d'apprendre. Parce que le fait de connaître permet de se libérer. Quand on ne connaît pas quelque chose, forcément, on a beaucoup d'appréhension. Donc, il faut se renseigner, il faut apprendre. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule et à se détacher aussi des fois de l'éducation qu'on a reçue. Parce que dans la plupart, en tout cas, des familles, on va dire, africaines, on reçoit une éducation qui est très classique, qui est stricte, qui va vraiment être très pudique, si je peux dire ça comme ça. Et en grandissant, une fois qu'on se marie, on nous demande de laisser cette pudeur, en fait, de côté et de pouvoir s'affirmer, sauf que il y a un gros fossé en fait entre les deux. Donc on peut pas demander aux femmes toutes seules de pouvoir faire ce travail-là. Et il faut surtout que les femmes elles se détachent avec cette idée que le plaisir est réservé qu'aux hommes. Voilà, la sexualité elle a été mise en place pour la femme et pour l'homme et c'est un plaisir qui est commun. C'est pas un plaisir individuel. Tout à fait. Et en plus, je te rejoins là-dessus, lorsqu'une femme, elle n'arrive pas à se lâcher, au final, elle a l'impression même après de subir les choses, qu'elle ne profite pas. Donc, vraiment, je pense que c'est un travail qu'on doit toutes faire pour vraiment profiter pleinement du couple. Parce que le mariage, c'est aussi ça, hein, on ne va pas se mentir. Lorsque là-bas, ça ne va pas, ça ajoute dans tous les domaines. Le foyer, il est beaucoup plus... comment dire ? Ouais, tout monotone. Merci, c'est le mot que je cherchais. C'est le foyer est beaucoup plus monotone. Du coup, Douce, tu arrives dans un domaine. Certes, il y a beaucoup de tabous, mais par contre, tu te rends compte qu'il y a une grosse demande. Et je pense que c'est ça qui t'a fait tout simplement exploser, qu'on le veuille ou pas. Tu es arrivé à un moment où les gens, ils avaient besoin d'entendre la vérité. Tu sais, moi, j'ai une amie,
enfin une connaissance qui m'a dit que sa grande sœur lui a dit non mais pour tout ce qui est féminité, sexualité, abonne-toi au compte de Douce. Je te jure pour te dire, hein, sa grande sœur, elle n'était pas à l'aise de donner des conseils. Elle lui a dit abonne-toi. Ça veut tout dire, c'est que même entre sœurs d'une même famille, ça passe pas parce que c'est très compliqué. Donc quel succès Allah il t'a accordé et tu t'es dit non là je tiens quelque chose, il faut que je persévère dedans, que ce soit financier, un chiffre d'affaires, un nombre de commandes. Quelque chose que tu as vécu, tu te dis, ok, là, je tiens quelque chose. Alors déjà, je dirais la première chose, ça a été ma première vente. Ouais, la première fois que j'ai décidé de vendre des aphrodisiaques, ça a fait un carton plein. J'ai écoulé mon stock très, très rapidement, sans difficulté. Et je m'y attendais pas. Donc vraiment, alhamdoulilah pour ça. Vraiment, je remercie Dieu. Et 6 mois après mon activité, j'ai fait une vente où il y a eu 200 commandes passées en 4 heures. Ouais, et c'est là que je me suis dit, c'est de la folie, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Pour le coup, et là, je me suis vraiment dit, il faut que tu propulses ta marque un maximum, que tu te professionnalises. Et les gens, en fait, ils aiment tes produits. En réalité, ils sont efficaces, même si j'ai jamais douté de ce qu'ils valaient. Mais le fait qu'il y ait autant de commandes, je me suis dit, c'est que, bah voilà, en plus, c'était souvent des femmes qui avaient déjà commandé la première fois et qui repassaient commande. Donc, je me suis dit, ouais, ça répond à un réel besoin. Les gens, ils en ont besoin. Donc, faut tout donner, quoi. Ok. Donc, du coup, ça monte, le succès arrive, les commandes affluent, c'est comme pas possible. Les gens aussi s'identifient en toi, le fait d'avoir une femme noire qui parle de sexualité. Parce que c'est vrai que moi, à l'époque aussi, hein, je me renseignais et tout. Et il y avait beaucoup de femmes blanches, tu vois. C'est vrai qu'eux, ils ont moins de tabous. Mais c'est vrai qu'une femme noire qui parle de tout ça, c'est assez étonnant. Mais d'une certaine manière, ça donne envie de te suivre parce qu'on s'identifie en toi. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est intéressé. C'est quoi les difficultés que tu rencontres très tôt et tu te dis, OK, là, il faut vraiment que soit je me professionnalise. Et comment tu traverses, en fait, les différentes difficultés dans tes débuts? Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, je dirais surtout dans les débuts, c'est le fait d'être jeune, de ne pas être mariée depuis très longtemps, de donner des conseils sur la sexualité, sur la gestion du foyer, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ne vont pas trouver légitime de ma part de pouvoir le faire parce qu'elles estiment que je n'ai pas assez d'expérience ou alors de savoir. Mais après, moi, comme j'ai dit, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui fait attention à ce qu'on pense de moi ou au regard des autres. Je suis une personne qui a assez quand même confiance en moi, donc je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter autour de moi, donc je fonce toujours les yeux fermés. Voilà, ça fait partie de mon tempérament. La deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est le fait que certaines personnes ne reconnaissent pas le savoir quand il n'y a pas de diplôme. Et ça, c'est une réalité. Donc, ils estiment que voilà, tu peux pas mettre un certain prix si tu n'es pas diplômé ou alors que tu n'es pas vraiment compétente parce que tu n'as pas de diplôme. Donc voilà, c'est les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées et je les ai traversées tout simplement en continuant de croire en moi, en ce que je faisais et surtout, ma communauté m'a beaucoup aidée en fait à me rendre compte qu'il fallait pas que je lâche parce qu'elles avaient besoin de ce que je proposais. Et justement, là, on arrive à un point central, l'argent. Tu parles de 200 commandes en moins de quelques heures. Du coup, forcément, l'argent, ça se voit. Qu'on le veuille ou pas, dans notre entourage, quand tu commences à brasser, ça se remarque. Est-ce que tu as ressenti que l'argent a changé tes relations avec les autres? Est-ce que ça a eu un impact sur tes liens avec les personnes de ton entourage? Alors, honnêtement, non. Alhamdoulilah. Honnêtement, non. Après, j'aurais pas la prétention de dire que je suis riche. Je veux dire que je suis sur la voie, mais je n'ai pas encore atteint l'objectif financier que je veux atteindre. Donc, pour l'instant, ça va. Tout va bien. Et on verra plus tard. Ok. Non, mais alhamdoulilah, parce que c'est vrai que, tu sais, moi, je trouve même chez les Africains, et vraiment, je t'assure que tu as de la chance, il y a des gens, très tôt, ils vont voir que dans leur famille, ça commence à poser problème. Les gens ne les regardent plus de la même manière. « Ah, mais toi, tu as changé. » En fait, c'est un peu de la jalousie déguisée, tu vois. Okay. Et ça, du coup, des fois, c'est très compliqué. Parce que tu vas commencer à t'isoler et justement, ça fait une belle transition à ce que je voulais te demander, c'est est-ce que le fait d'être dans ta croissance personnelle, franchement, on va pas se mentir, tu glows, tu vois. Tu passes à l'action, tu fais tes événements, tu as ton entreprise qui est toujours en activité, donc franchement, machallah. Est-ce que tu sens que ce succès, d'une certaine manière, il t'a éloigné de certaines personnes? Je te donne vraiment un exemple concret. Moi, personnellement, j'ai remarqué que
il y a certaines réalités que tu vis quand tu es entrepreneur, tu as tes entreprises, tu peux plus les partager à ta copine qui peut-être elle est femme au foyer, même si elle peut te comprendre, hein, attention, et te donner de très bons conseils, mais il y a des choses, en fait, ça y est, vous avez plus les mêmes réalités. Est-ce que ça te parle? Alors, ouais, moi, ça me parle. Mais pas forcément dans ce sens-là, dans le fait de ne plus avoir les mêmes réalités de vie, mais plus dans le fait de plus me sentir à l'aise ou ne pas avoir grand-chose à partager, on va dire, avec ces personnes. Parce que forcément, je pense que quand tu entreprends, t'évolues, voilà, après, tu as vraiment un mental de bosseuse, tu as envie d'avancer, donc tu peux pas avoir des personnes autour de toi, soit qui sont toxiques, soit qui vont jamais t'encourager, ou par exemple, des fois, tu vas ressentir de la jalousie parce qu'il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, l'être humain, dans certaines amitiés, du moins, ou certaines relations, quand vous êtes au même niveau, tout va bien, mais dès qu'il y en a une qui commence un peu à s'élever et qu'on le voit clairement, bah, ça commence à poser problème, commence à avoir des petites réflexions. Vous remarquez tout de suite, de toute façon, le changement chez les gens. Sûr. Et moi, je suis une personne, dès que je vois qu'il y a de la toxicité quelque part, bah, je m'éloigne pour mon bien, tout simplement. Donc voilà, je pense que quand on avance, des fois, il va falloir laisser des personnes en chemin, et c'est pas forcément mauvais. Hein. Oui, c'est clair. Ne vous accompagnent que ceux qui veulent, et puis ceux qui sont pas à 100% avec vous, bah, vous les laissez sur le chemin et vous avancez. Et justement, tu vois, là, tu as cité un bon point, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, lorsqu'elles évoluent, elles se rendent compte qu'en fait, ça devient difficile avec certains membres de la famille, en mode, dès qu'elles vont parler de leurs ambitions, ça va être, non mais toi, t'aimes trop l'argent. Moi, tu rêves trop, sinon. T'es trop ambitieuse. Ouais. Non mais arrête de rêver et tout. On n'est pas dans le pays des bisounours. Mais en fait, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai envie de dire une chose, et je te rejoins totalement. C'est que dans la vie, il faut chercher, en fait, avec qui ça marche bien. Et on dit que même le succès, c'est avant tout les gens que tu fréquentes. Si tu es avec des gens ambitieux, qui se cherchent, qui ont envie de se développer, en fait, ils vont te tirer vers le haut. Mais si tu fréquentes des femmes qui sont pas très ambitieuses et surtout qui veulent rester dans leurs conditions, parce que ne pas être ambitieux, c'est pas un problème. Mais ne pas apprécier, voilà, et ne pas apprécier l'ambition des autres, je pense que là, ça devient compliqué. Faut pas hésiter à chercher un nouveau cercle. Mais des fois, on se dit, ouais, mais non, après, elles vont dire que j'ai trop changé. Et quand ta vie, elle aura changé, que tu pourras payer ce que tu veux à tes enfants, que finalement, ta vie, elle aura level up, en fait, tu seras fier de toi, alhamdoulilah. Du coup, franchement, je trouve que c'est très intéressant. Et moi, personnellement, pour la petite histoire, dans mon entourage, j'ai jamais trop ressenti que j'étais trop ambitieuse ou autre. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes avec qui tu auras moins de conversations. Tu vois, certaines choses te paraissent très futiles. Donc, bon, tu vas écouter, peut-être tu vas mettre ton petit mot et tout, mais c'est vrai que, en fait, toi, t'es ailleurs, tu vois, tu penses à d'autres choses. En fait, la distance, elle va se créer naturellement. Exactement. Parce que vous aurez plus les mêmes centres d'intérêt, plus les mêmes ambitions. Oui. Donc, forcément, en fait, je pense que ça se fait naturellement. Ouais. Du coup, aujourd'hui, Douce, toi, t'es quelqu'un... je vais pas dire que t'es dans la solitude, parce que c'est un grand mot, mais ça ne te dérangerait pas de te couper de quelqu'un qui ne veut pas ta réussite ou tu sens une certaine toxicité? Absolument pas. Ok. Absolument pas. Mais après, je suis une personne qui aime beaucoup les gens. Ok. Donc, j'ai toujours mes copines d'enfance. Je suis assez bien entourée. Mais quand je vois que ça pose problème, j'hésite pas à couper. Ouais. Ok. T'as pas cet attachement aux gens en mode... Je l'avais avant. D'accord. Mais je suis plus comme ça. Tu vois, l'entrepreneuriat nous fait évoluer. Hein. Exactement. Avant, j'étais très attachée au... Oui, mais ça fait 10 ans que je la connais. Ouais. Non. Maintenant, si tu m'apportes rien, bah, je ne vois pas l'intérêt de te garder autour de moi. Je vois. Clairement. Et au début, c'est très dur. Hein, je vous assure, les entrepreneurs vous qui nous regardez, ça peut paraître dur, mais je vous garantis qu'à un moment donné, en fait, pour atteindre certains objectifs, je vous jure que... C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Comme je l'ai dit, des personnes toxiques, en fait, c'est comme un poison qui grandit tout doucement. En fait, tu le sens pas, mais ça te fait perdre confiance en toi chaque jour un peu plus. Ça vous entache, en fait. Exactement. Donc, Douce, j'arrive à une question qui est pas très facile à poser. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté cette question parce que c'est pas facile. Mais du coup, il y a quelques années, tu perds ta fille. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé afin que toutes les femmes qui ont vécu cette situation puissent trouver plus de force? Ouais. Alors, en août
2023, j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelait Safia Rosa. Elle est née prématurément, donc j'ai accouché à 6 mois et demi, presque 7 mois de grossesse. Donc l'accouchement s'est quand même bien passé. J'avais été hospitalisée 1 mois avant. Et du coup, donc, elle était hospitalisée en service de néonatologie. Et 2 jours plus tard, elle est décédée, elle nous a quittés, quoi. Elle nous a quittés. Après, ça fait partie des risques de la prématurité, mais je pense que quand on donne la vie, on ne s'attend jamais à rencontrer la mort au même moment. On s'imagine toujours partir avant nos enfants, en fait. Personne s'imagine enterrer son enfant. Et surtout que c'était mon premier bébé, donc je trouve qu'on a toujours une attache particulière avec la première grossesse. C'est là où on découvre, etc. Et franchement, ça a été une épreuve difficile. Je dirais l'épreuve la plus difficile de toute ma vie. Et je pense que c'est une des épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse vivre, en fait, dans ce monde. Et voilà, ça a été difficile, mais je m'en suis quand même bien sortie. Je suis quand même très fière de moi parce que je trouve que j'ai réussi, en fait, à remonter la pente. Bon, c'était il y a bientôt 2 ans maintenant. Mais voilà, ça a été difficile en tout cas au début, je l'ai mal vécu. Après, c'est une première, c'est un chamboulement. Mais franchement, j'ai été super bien entourée. Et puis, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un mari vraiment en or. Et on s'est beaucoup soutenus. On a été très, très soudés. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a pu surmonter cette épreuve. Et on s'est beaucoup, beaucoup rattachés du coup à notre religion, notre créateur. Et aujourd'hui, on en a tiré beaucoup de bienfaits. Donc, ça peut paraître surprenant, mais à travers cette épreuve, j'ai tellement appris, j'ai tellement mûri, je me suis tellement rapprochée de ma religion qu'aujourd'hui, j'y vois du réel, en fait. Je vois les bienfaits aujourd'hui de tout ça. Et puis surtout, je me dis que, en tout cas chez nous, chez les musulmans, on dit que la mort, c'est le meilleur des rappels. Et du coup, le fait d'avoir vécu ça, en fait, j'ai toujours un pied dans cette dunya et un pied de l'autre côté. Quand je vais voir ma fille au cimetière, ça me fait toujours rappeler la mort. Et en fait, je me dis, Dieu merci, le fait d'avoir ma fille au cimetière, je m'y rends régulièrement et ça me fait toujours le rappel. Donc voilà, aujourd'hui, j'en tire tous ces bienfaits et si ça devait se repasser comme ça, je l'accepterais tout autant. Subhanallah. Ouais, c'est ouf. Et à cette période, comment tu réagis? Tu t'éloignes des réseaux sociaux? Tu as besoin de te recentrer sur toi-même ou au contraire, certaines influenceuses ou certaines femmes, justement, très vite, elles reviennent sur les réseaux. Toi, comment ça s'est passé à cette période? Alors moi, j'ai eu un petit moment de pause quand même où j'avais vraiment besoin de me retrouver qu'avec ma famille, mes proches. Je dirais pas de vivre mon deuil parce que pour moi un deuil ne se fait jamais réellement, mais en tout cas d'encaisser le choc, voilà, vraiment. Et puis quand j'ai senti que ça allait un peu mieux, voilà, je l'ai annoncé. J'ai quand même partagé avec ma communauté quand même comment est-ce que je me remets de tout ça, comment est-ce que je fais au quotidien. Et faut dire aussi que ça m'a énormément aidée. Comme quoi? Ouais, comme quoi il n'y a pas que du négatif sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Tout dépend des personnes qui vous suivent, de votre communauté, et ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu aussi énormément de témoignages de femmes qui ont vécu la même situation que moi, et c'est là que je me suis dit mais il y en a autant, et ça m'a choquée parce que avant de vivre ça, pour moi il y avait personne qui vivait ça. Et là je me suis dit mais waouh, autant de femmes elles ont vécu ça, et il y en a certaines qui étaient toujours dans le bad mood, en dépression, etc. Mais il y en avait d'autres qui avaient réussi à passer au-dessus. Et du coup, ça me donnait aussi la force et le courage de me battre, en fait. Subhanallah. Du coup, quel conseil tu donnerais à une femme qui a vécu cette situation et qui le vit toujours très, très, très mal? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est vraiment d'accepter. Je pense que l'acceptation, c'est le plus dur, mais c'est ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir avancer. Il faut accepter les choses et surtout, celles qui sont croyantes, se remettre en fait à Dieu, parce qu'en réalité, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait pourquoi il fait les choses, c'est lui le sage. Et il voit ce que nous, on ne voit pas, il sait ce que nous, on ne sait pas, il sait pourquoi il fait les choses. Donc, placer sa confiance en Dieu et se dire que si c'est arrivé, c'est forcément pour une bonne raison, même si nous on peut pas le voir de là où on est. Lui il le sait, donc je pense que faut vraiment qu'elles s'imprègnent ça, et surtout qu'elles essayent en tout cas par la suite de voir ce que ça a pu leur apporter en positif,
et surtout d'en faire leur force. Moi, j'ai transformé cette épreuve en force aujourd'hui. Il y a des choses qui m'atteignaient avant qui ne m'atteignent plus aujourd'hui. En fait, je me dis, je suis passée par l'épreuve la plus difficile qu'il puisse avoir. Je ne vois pas ce qui peut m'atteindre. En fait, il y a des épreuves qui vont me troubler, oui. Mais en vrai, je ne pense pas que je pourrais être au plus bas que ce que je n'étais. Donc aujourd'hui, c'est devenu ma force et voilà, j'en suis fière, quoi. Alhamdoulilah. Et justement, tu vois, tu disais que cette épreuve, elle t'a rapproché d'Allah. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce lien que tu as maintenant avec Allah? Comment tu utilises cette force même dans ton business aussi pour passer à l'action et tout? Moi, j'ai toujours grandi dans une famille croyante. J'ai toujours été croyante. Donc, la religion, ça a toujours fait partie de ma vie. Et en fait, cette épreuve, ça m'a permis de me remettre à cette place de serviteur, en fait. De se dire que tu n'es rien sans ton créateur. Et tu décides pas, en fait, de tout ce qui se passe dans ta vie. Et en fait, ça te permet de devenir humble, ou de rester, en tout cas, humble. Et voilà, et de placer sa confiance en Dieu, parce que quand c'est arrivé, pour vous raconter un petit peu, on avait toujours espoir que ça aille mieux, parce que ça a pris du temps, sa saturation baissait, ça remontait, etc. Okay. Et la seule personne que tu invoques à ce moment-là, c'est qui? C'est Allah. Voilà. Et tu sais que l'argent, ça ne la ramènera pas. Les soins ne la ramèneront pas. Et là, ton seul espoir, parce que les équipes médicales te disent, on a tout fait, madame. On a joué toutes les cartes qu'on avait, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc là, on va juste attendre qu'elle s'en aille, votre petite. Et toi, tu te dis, non, moi, je ne vais pas attendre qu'elle s'en aille. Je vais invoquer, parce que je sais qu'Allah, il est là. Et je sais qu'il peut changer la situation. Et donc, en fait, ça te met une vraie claque. Et tu te dis vraiment, il n'y a que lui qui peut faire changer les choses. Et je te jure que tu redescends, en fait. Vraiment, tu redescends. C'est très beau. Et après, voilà, peu importe que ton invocation ait été acceptée ou pas, dans tous les cas, tu te dis que si elle n'a pas été acceptée, c'est que c'est un bien pour toi. Si elle a été acceptée, c'est que c'est aussi un bien pour toi. Et comme j'ai dit, tu acceptes. Voilà. Et puis, on est de passage. Hein. Tout à fait. Une pause publicitaire est nécessaire. Découvrez les partenaires de l'émission Les Marquises. Notre communauté a du talent. Tu es près d'Evry-Courcouronnes dans le 91, alors ne perds pas de temps. Viens chez Zemani Capillaire prendre soin de tes cheveux afro dans un espace pensé pour les femmes musulmanes. Ici, tu profites de soins sur mesure, d'un diagnostic à la caméra microscope, de head spa relaxant et de coiffure stylée. Vanille, natte collée, lissage cypress ou prestation luxe. Et si tu veux te lancer dans le capillaire, viens te former chez Zemani Capillaire pour devenir une coiffeuse experte en cheveux texturés. Chez Zemani Capillaire, c'est ton moment. Ton bien-être, tes cheveux. Réserve maintenant. Et tu sais quoi, moi j'ai envie de rebondir et te raconter juste une histoire qui m'est arrivée. Du coup, moi, mon premier, ça a été une césarienne. Et du coup, le deuxième, j'espérais vraiment pouvoir accoucher naturellement. Parce que voilà, je sais pas, on se dit, si Dieu le permet aux autres, pourquoi pas moi, tu vois. Donc j'espérais vraiment, le travail s'est mis en route, voilà, le col il s'ouvre jusqu'à 6 doigts, et puis là, plus rien. Ça stagne. Plus rien. J'avais fait la péridurale entre-temps, et là, ça bouge plus. Elle me dit, madame, on est vraiment désolé, on aurait bien voulu vous laisser... continuer pour que peut-être potentiellement vous accouchiez naturellement, mais malheureusement, en fait, le cœur du bébé, là, il est instable. Et c'est vrai que j'avais remarqué, c'était pas stable. Le monito. Voilà, le monito, c'est le truc qui peut nous tuer. Et là, elle me dit, je suis désolée, on va devoir aller au bloc. Ok. Donc, on va au bloc, deuxième césarienne. Et en fait, sur le moment, j'étais contente. Je me suis dit, bon, alhamdoulilah, le bébé, il est là et tout. Et en fait, je l'ai très mal vécu dans ma chambre. J'en ai même parlé à une... Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je raconte très, très peu ma vie. Vraiment, je m'ouvre pas beaucoup. Et là, je sens que j'avais besoin de parler. Pas à ma famille, pas à mon mari. Une infirmière ou une aide-soignante, elle est venue, j'ai dit, ça va pas. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai dit, je le vis très mal. J'ai l'impression que j'ai échoué. Parce que tu parles d'acceptation, du coup, ça m'a réveillé certaines choses. Et en fait, je me mets à pleurer. Je lui dis, non, mais je sais pas, peut-être je suis nulle. Je me suis dit, peut-être que j'aurais dû être plus forte. Pourquoi j'ai pris la péridurale? Peut-être que c'est à cause de la péridurale que mon travail l'a ralenti, tu vois. Et j'ai commencé à avoir plein d'idées noires et tout. Je me suis dit, tu vois, si j'avais été plus forte, peut-être que j'aurais évité une césarienne et tout. Et elle me dit, mais non, madame, dites pas ça. Bref, tu connais, elle me rassure autant qu'elle peut.
mais le contrôle, tu vois. Je voulais contrôler tout ce qui s'est passé. J'acceptais pas que peut-être c'est juste Dieu, en fait, qui a voulu. Et en plus, quand j'ai réfléchi après, je me suis dit, mais allô, ton bébé, son cœur, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu préfères? Accoucher naturellement, l'enfant, il sort, peut-être il est parti. Ouais, exactement. Oui, effectivement, une chirurgie, c'est pas facile. Surtout que souvent, la deuxième césarienne, elle cicatrise moins bien que la première, et ainsi de suite. Hein. Et en fait, je me suis dit, alhamdoulilah. Donc finalement, les jours sont passés, la douleur a commencé à s'apaiser. Et puis même le fait de voir ton bébé, de le prendre dans tes bras, de l'embrasser, je me suis dit, mais dis alhamdoulilah, il y a des femmes, elles n'ont pas cette chance. Exactement. Et finalement, petit à petit, c'est parti. Mais pour te dire que, je t'assure que tu te rends pas compte là comment tu parles de ça, tu vois, tu souris, moi je suis même gênée en fait. Non. Je t'assure, parce que, subhanallah, une fois moi, j'étais partie chez un médecin, elle me dit, madame, c'était une césarienne, et je lui réponds, je te jure, je me suis pas rendu compte, j'ai une larme qui est sortie. Non. Elle me dit, madame, ça va? Je dis, bah oui. Elle me dit, mais vous savez que vous avez les yeux mouillés. Mais t'as les larmes aux yeux, arrête, non, mais c'est vrai que c'était... Et tu vois, pourtant, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très sensible qui pleure beaucoup. Mais tu vois, il y a certaines épreuves qu'on vit qui nous touchent profondément, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger la douleur des personnes, en fait. Parce que quelque chose qui paraîtrait être rien, il y a certaines femmes qui désirent accoucher par césarienne. Ouais. Elles ne veulent pas d'accouchement naturel. Et pour une autre femme, ça peut être limite un traumatisme. Et je te comprends totalement parce que du coup, moi aussi, j'ai vécu 2 césariennes. Donc, une pour ma fille. Et pour mon fils, ça a été la même chose. Et pour mon fils, je voulais absolument éviter la césarienne. Pour moi, c'était... Parce que je me disais, si je fais une deuxième césarienne, la troisième, ce sera une césarienne. Donc, je serais condamnée. Mais tu sais que ton fils, du coup, t'as accouché genre 1 mois. On a 1 mois d'écart. Ah, voilà. Et du coup, moi, 3e césarienne. Ouais. Ah, mais oui. Parce qu'en fait, au bout de 2, tu te dis, forcément, la 3e, après, ça y est, c'est niette, ils veulent plus. Et je l'avais très mal vécu aussi quand on m'a dit non, la 2e, ce serait une césarienne. Bon, après, c'est vrai que c'était rapproché parce que quand j'ai perdu ma fille, je suis retombée enceinte 3 mois plus tard. Ah oui. Mais jusqu'à la dernière minute, j'ai cru à cet accouchement naturel. Et j'ai même changé d'hôpital, c'est-à-dire que la clinique où j'étais suivie, quand ils m'ont donné leur décision finale, où ils m'ont dit là, vraiment, non, vous ne pourrez pas accoucher par voie basse, j'ai pris la décision de prendre mon dossier, de partir dans une autre clinique. Je me suis dit peut-être que là-bas, ils accepteront. Donc, à 8 mois de grossesse, je change de maternité. Ils ont horreur de ça. Et j'arrive et je dis, voilà, moi, mon projet, c'est ça, je veux accoucher par voie basse, etc. Et encore une fois, on me dit, non, madame, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai accepté la situation. Et franchement, j'ai eu le meilleur accouchement parce que du coup, j'ai fait une césarienne, mais ils m'ont proposé beaucoup de choses. C'était une césarienne active. Donc, on m'a proposé énormément de choses, c'est-à-dire que j'ai pu pousser pour faire sortir mon bébé. J'avais un écran pour suivre les premiers soins du bébé juste en haut pendant qu'on était en train de me recoudre. Enfin, vraiment, je l'ai super bien vécu. Douce, si je te dis que tu as contribué à ce que ma 3e césarienne se passe bien, est-ce que tu me crois ou pas? Ah ouais? Ouais, en fait, tu étais sur le point d'accoucher et tu partageais. Comme quoi, l'influence, il n'y a pas que du négatif. Et tu partageais tous les petits avantages que tu avais eu, le fait que ton mari t'a accompagné. C'est vrai parce que j'ai accouché avant toi. Et en plus, je t'avais envoyé un petit message, il me semble, mais dans le flot de messages que tu reçois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle n'a pas tort. Si je dois faire une césarienne, autant que ça se passe bien. Ouais. Et je te jure, j'ai mis plein de conditions. Ils ont tout respecté. Ils m'ont dit, madame, on nous a dit que vous vouliez marcher. Ok, on y va. Il est où votre proche? Ils ont tout respecté. Ouais. Après, il est venu me voir. Oui, madame, vous avez souhaité que votre mari soit là. On va l'attendre. Et ça m'a tellement touchée. Et je te jure que ça a été par ta cause. Parce que moi, j'étais en mode, encore une césarienne. J'étais au bout de ma vie. Et c'est pas ce que je souhaitais. Mais au final, je me suis dit, alhamdoulilah, tire le positif même dans ça. Et je te jure que la 3e, en fait, ça s'est très bien passé. J'étais super contente. En plus, Salah, il m'a donné une petite fille. 2 garçons, il a une petite fille. Donc, je t'assure que ça a été un grand rire. Mais je pense que là, ce qui peut résumer, machallah, cette très belle conversation, c'est que même dans le négatif, on peut toujours tirer du positif. Si on se concentre sur le négatif, on va voir que ça. On va toujours mal vivre la chose. Exactement. En fait. Mais si tu vois le positif, le personnel soignant, comment ils sont à tes petits soins, en fait, tu vas dire, alhamdoulilah, Allah, il me chouchoute. Et franchement, ça, c'est magnifique. Du coup, Douce, aujourd'hui,
c'est quoi qui fait ta plus grande fierté? C'est quoi qui te donne la force de continuer à être douce, à partager du contenu qui donne de la motivation et qui inspire les femmes? Alors, je dirais vraiment, c'est les retours de mes clientes. Vraiment, les retours de mes clientes, quand je vois à quel point elles sont satisfaites des produits, des séances de coaching, des cours privés que je peux leur donner. En fait, de voir l'impact que je peux avoir dans leur vie, dans leur épanouissement marital ou même personnel, et ben, c'est vraiment, vraiment ce qui me motive et je me dis, je peux pas les lâcher comme ça en fait. Il faut que je leur donne tout ce que je peux en tout cas. Vraiment ce que je peux. Donc c'est super motivant pour moi. Et dans ma vie personnelle, il y a aussi ma petite famille. Donc mon mari, mon fils, ils sont aussi une source pour moi de sécurité émotionnelle. Et c'est ce qui me permet du coup d'exceller dans mon travail, clairement. Mais clairement, et je suis tellement d'accord avec toi. Des fois, on pense que, et ça je voulais trop qu'on l'aborde, on pense que le bonheur il est uniquement dans l'argent vu qu'on est dans une société où c'est que l'argent. Les gens ils sont vraiment focus, oui il faut que je fasse de l'argent, c'est vrai. L'argent c'est doux, on va pas mentir. Oui. Mais c'est vrai que quand tu as l'argent sans une certaine base, en fait, c'est pas si doux que ça finalement parce que tu vas en profiter avec qui? Tu vois? Exactement. Mais quand finalement tu travailles et que tu vois que ton mari te soutient, moi personnellement, j'en parle très peu, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est 90% grâce à lui, tu vois, parce que il te soutient, il t'encourage et finalement, ça te donne la force d'avancer. Exactement. Tu vois. Et ça, on n'en parle pas assez. Hein. On pense souvent que oui, comme tu as de l'argent, c'est bon, t'es une successwoman. Attention, t'es successwoman parce que derrière, comme on dit, ton derrière est solide. Ouais, et je trouve que ça, c'est très, très fort. Surtout la femme, je pense, elle a besoin vraiment d'avoir cette sécurité émotionnelle pour pouvoir vraiment mettre en avant toutes ses capacités. Ouais. Je suis d'accord. Parce que tu as de l'argent, oui, mais si tu es en dépression, ça sert à quoi? Je suis tellement d'accord. Et même... si tu es malheureuse dans ta vie personnelle, en fait, ton argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas au resto, tu vas en voyage, oui, mais au fond, tu es morte de l'intérieur. Donc, vaut mieux aussi avoir cette joie de vivre et cette vivance intérieure, en fait. Justement, je trouve même que ça se reflète d'une certaine manière. Et puis, des fois, même nos abonnés, ils le sentent. Oui, ils le sentent. C'est des sorciers, des fois. Quand ils voient que ton visage, il est un peu terne, tu vois, un peu cerné. Ça va pas trop. Ah, ça va pas trop. Non, bon. Mais puis, ils ont pas tort, des fois. Bah oui, parce qu'ils nous connaissent. Ils connaissent nos mimiques, aussi. Ils connaissent tout. Et justement, Douce, alors là, on va parler de quelque chose de très sensible. Lorsque tu te sépares... Est-ce que là, tu as peut-être un syndrome de l'imposteur ou pas? Tu vois, comment tu vis le fait de donner des conseils, sachant que tu n'es plus mariée? Et on va dire que toute ton image, elle est aussi construite autour de, oui, Douce, elle est mariée. Oui. Donc là, Douce, elle est plus mariée. Comment tu l'as vécu ce moment de ta vie? Alors franchement, je ne l'ai pas mal vécu. Okay. Je ne l'ai pas mal vécu et je me suis trouvée encore plus légitime, même qu'avant. D'accord. Car je touche désormais plus de femmes parce que je sais ce que c'est. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir vécu les choses pour pouvoir en parler et pour pouvoir accompagner les femmes dans ce chemin. Donc avant, j'étais juste une jeune fille mariée qui était coquine. Donc c'est ce que je véhiculais. J'ai ensuite divorcé. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, je sais ce que c'est de divorcer. Je sais à quel point cette épreuve est aussi difficile. Je sais comment la surmonter. Et du coup, je peux aussi accompagner les femmes qui... ont divorcé en fait et qui ont droit aussi de se faire entendre. Donc vraiment, j'avais pas du tout honte de porter cette parole, de porter cette voix. Et après, je me suis remariée, donc elles ont aussi vu dans mon cheminement que en fait, le divorce n'est pas une fin en soi et qu'on peut très bien rebondir, on peut refaire sa vie, on peut à nouveau être heureuse. Et puis, le mariage ne définit pas forcément en fait, le bonheur de la femme. Tout à fait. Et je trouve que... Non, mais c'est très, très beau ce que tu dis. En fait, je pense qu'à partir du moment où on s'identifie dans quelque chose, c'est-à-dire ma valeur, c'est ça. J'ai de la valeur parce que je suis mariée, j'ai de la valeur parce que j'ai tant sur mon compte en banque. Tu verras que, exactement, d'une certaine manière, ça te limite. Et Allah, il va t'éprouver. Parce qu'Allah, il veut pas ça. Allah, il veut qu'on s'identifie en lui. Je suis un serviteur d'Allah et c'est lui qui me donne mon bonheur. Et il peut me donner un temps, un bien, j'en profite, et il peut me le retirer. Et c'est toujours ce qu'on disait, l'acceptation, c'est OK. Mais quand on s'attache à des choses, non, moi, mon bonheur, il est dans le fait de posséder, j'ai de la valeur parce que j'ai une famille, même quand ça n'ira pas, tu ne pourras pas être lucide. Tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions parce que tu es attaché et tu penses que sans ça, ta vie, elle est terminée. Et exactement. Du coup, c'est très intéressant. Douce, aujourd'hui, c'est quoi les plus grandes leçons morales
que tu as tiré de toutes ces années d'expérience, sachant que dans 2 ans, tu fais les 10 ans de FDV. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura un événement. Ah ouais, je vous prévois du lourd. Je suis déjà dessus. C'est vrai. Tu vois ça? Oh, machallah, d'où ça est. Alors, c'est quoi les plus grandes leçons que tu retiens de tout ce cheminement? Alors moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il faut être consciente de la plus-value qu'on peut apporter autour de nous. Et il faut vraiment placer sa confiance en Dieu. Et persévérer. C'est ça. Parce qu'on n'obtient rien sans la persévérance. Et vraiment. Et je suis tellement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, quand tu as parlé de croire en soi, on pourrait penser que ce conseil, c'est du déjà vu. Mais en fait, je vous garantis que c'est super puissant. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, elle va copier les autres. Elle va toujours s'inspirer des autres. Et en fait, elle ne sera pas consciente de sa valeur. Et moi, j'ai remarqué quelque chose dans le monde du business. Personnellement, ça a été un peu ma philosophie. C'est qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter. Et je vous assure que les fois où je me suis perdue en chemin, où, par exemple, j'ai appliqué les conseils d'une coach et je me suis un peu oubliée ma personnalité. Je pense que tu me connais un peu mieux là. Voilà. Et ben en fait, ça a moins marché. Parfois, on oublie que être soi-même, c'est ça notre valeur ajoutée. Parce que des concurrentes, il y en aura toujours. Quelqu'un qui prend ton identité visuelle douce, il y en a plein. Des gens qui vont copier tes produits vraiment à l'exemplaire, quoi. Il y en a trop. Mais donc, c'est quoi ta différence? C'est toi. Et donc, si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, ben en fait, tu auras une entreprise qui ne sera jamais différente ou impactante. Est-ce que ça, toi, du coup, tu l'as remarqué? Parce que j'en ai pas trop parlé. Mais je trouve que tu es un peu pionnière quand même dans le domaine de la féminité, même s'il y a toujours on a toujours des concurrentes, mais tu es encore là. Il y a plein de gens qui lancent des business un temps parce que ça marche. Ah, là, en ce moment, la mode, c'est les secrets de femmes. Je me mets dedans. Et après, dès qu'elles n'arrivent plus à vendre, on les revoit plus. Maintenant, elles vendent des abayas. Toi, tu es là depuis des années. Tu as tout vu passer. Je pense qu'on a dû te copier. Ouais. Donc, raconte-nous un peu tout ça. Alors oui, effectivement, je me considère aussi comme une pionnière dans mon domaine parce que à l'époque, il y en a toujours eu. Mais c'était pas apporté de la manière dont moi, je l'ai mis sur le marché, premièrement. Parce que j'ai toujours été très à l'aise avec ça. Et puis surtout, en fait, j'ai pas commencé par la vente d'aphrodisiaques, mais j'ai commencé tout simplement par partager. Et c'était vraiment, on peut dire comme une passion pour moi. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence. Et le fait que j'accompagne avec des conseils. Je ne vends pas seulement des produits. Je vous propose une prestation, en fait, qui est vraiment complète. C'est-à-dire que vous avez de l'accompagnement, vous avez la solution. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force et ma différence. Et puis après, il y a aussi ma personnalité. En réalité, au début, beaucoup de personnes ont acheté parce que c'était moi. C'est pas forcément en fait le produit en lui-même. Avant que les personnes se rendent compte de la valeur du produit, des résultats qu'ils peuvent obtenir, etc., ils achètent parce que c'est toi et qu'ils accrochent avec toi ou qu'ils arrivent à s'identifier ou qu'ils s'inspirent de toi. Donc je pense aussi qu'il y a de ça. Et après, on a toute une énergie différente, on a toute une aura qui brille un peu différemment. Donc forcément, il y a ça aussi qui joue. Ouais. Mais là, tu as donné un vrai conseil. Vraiment, les filles, prenez des notes. Tu as parlé du fait de savoir qui on est et qu'en fait, à un moment donné, les gens, ils vont acheter pour toi et pas pour ton produit. Ça, franchement, quand vous avez atteint ce niveau, les filles, bravo. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens comme une marque toi-même. Peu importe ce que tu vas vendre, ça va se marcher. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont confiance en toi. Et vous voyez, Kim Kardashian, c'est pas du tout pour moi une référence, mais aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est ce qu'elle est. Les gens, aujourd'hui, c'est elle, en fait. Peu importe ce qu'elle va faire, ça y est, en fait. Et je trouve que ça, c'est super important. Ne l'oubliez jamais, les filles. Lorsque vous développez vos marques, identité visuelle, c'est bien. Réseau, Instagram, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, en fait, que vous-même, en fait, Allah, il vous a donné une certaine force, d'où ça en parlait, cette aura, utilisez-la. Ne vous dites pas, parce que moi j'ai des élèves qui me disent, ouais mais Dinaya, tu vois, des fois, j'aimerais communiquer de cette manière, parler de cette manière, mais j'arrive pas. Parce que c'est pas toi, peut-être. En fait, elles aimeraient être elles-mêmes, mais elles n'ont pas le courage. Ah, d'accord, ok. Elles n'ont pas le courage de s'affirmer. De s'affirmer, d'être elles-mêmes, d'aborder les choses comme elles le souhaiteraient véritablement, parce qu'elles se disent, non, mais dans le domaine, il n'y a personne qui fait comme ça. Mais justement, c'est là où on fait la différence. C'est ça. Douce, bientôt, tu organises un événement, la FDV Party. Est-ce que tu peux nous parler de tes événements et nous donner les dates pour toutes celles qui seront intéressées de te rencontrer ?
Alors oui, j'organise la FDV Party, qui est un événement 100% femmes, une journée sans tabou, chill, où les femmes vont pouvoir apprendre, rencontrer d'autres femmes, échanger, pouvoir faire des activités. Je vous donnerai le programme. En tout cas, ça aura lieu le 20 septembre 2025. Ce sera en Île-de-France. Donc, c'est toute une après-midi. Alors, au programme, elles vont avoir une conférence en route vers la sexualité épanouie. Elles vont aussi bénéficier de plusieurs ateliers, dont un atelier pour pouvoir apprendre à masser monsieur de manière sensuelle, un atelier pour apprendre à danser de manière sexy. Et ensuite, elles vont avoir toute la partie animation, activité avec un buffet, des photo booths, un candy bar, baraque d'un cake. Bref, elles vont bien manger et surtout ressortir de cette journée transformée. Masha'Allah. Douce, est-ce que c'est toi qui vas animer la FDV Party? Oui, bien sûr. Trop bien. J'anime la toi qui FDV nous Party. montre comment faire. C'est moi qui vous montre. Ah oui, donc là, vraiment. Mais je serai accompagnée aussi par une danseuse professionnelle et une masseuse professionnelle, bien évidemment. Mais Douce, quelqu'un qui est timide, hein. Il n'y a pas de place pour la timidité chez moi. Ouais, mais c'est dur. En plus, il y a des inconnus. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Les filles, elles me disent, oui, je fais des ateliers riding. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. J'avoue. Okay. Et à chaque fois, les filles, elles me disent, oui, mais moi, je suis grave timide, etc. Mais en fait, déjà, le fait que tout le monde vient pour la même chose, ça casse déjà une barrière. Okay. Ensuite, je suis une personne qui a vraiment la facilité de mettre les personnes à l'aise. C'est-à-dire que même les personnes les plus timides, j'arrive quand même à faire en sorte qu'elles ne ressortent pas du cours, elles sont plus timides, mais j'arrive quand même à les détendre pas mal. Et puis en fait, le programme est tellement chargé, il y a tellement de choses à faire qu'elles n'ont pas le temps de s'ennuyer ou alors d'être là, à ne pas savoir à qui parler, etc. Et je fais en sorte de faire participer tout le monde. Donc il y a vraiment un effet de groupe. Et puis franchement, ma communauté, elles sont super bienveillantes. Donc vraiment, même quand moi, je ne suis pas forcément là, les autres filles, dès qu'elles voient qu'il y a une fille qui est un peu timide, qui est un peu dans son coin, elles vont la voir, viens, etc. Elles discutent. Et au final, il y en a même, elles repartent avec des numéros, elles font des connaissances. Donc non, en général, les événements, ça se passe toujours très bien, même pour celles qui viennent. Et la plupart, elles viennent toutes seules en plus. Hein. C'est rare que j'ai des groupes de copines qui viennent ensemble. La plupart, elles viennent toutes seules ou sinon, elles viennent à deux. Mais j'ai beaucoup de femmes qui viennent seules. Ok. Donc, débutante ou pas? Bismillah, qu'elle soit débutante ou pas. Ah oui, débutante ou pas, qu'elle soit mariée ou non. Elles sont les bienvenues. Vraiment, toutes les femmes sont les bienvenues. Et rappelle-nous la date. Le 20 septembre. Le 20 septembre, donc ok, il y a un petit temps. Comment on fait pour réserver? Comment ça se passe? Alors, pour prendre les places, elles peuvent directement passer sur mon site internet. Elles verront dans la rubrique FDV Party. Elles peuvent prendre leur place. Bien. Du coup, Douce, on arrive à la fin. Ouais, parfait. C'est quoi ton petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais... Ah, attends, il y a une question. Non, pas de mot de la fin. Douce, aujourd'hui, comme tu le sais, le monde de l'influence, il est très mélangé. T'as de plus en plus de personnes qui pensent qu'être influenceuse, c'est un peu la vie facile. Il te suffit de t'exposer pour devenir riche. Les clients, ils vont venir, les marques plutôt vont venir et tu vas être super à l'aise financièrement. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Alors moi, j'aimerais dire déjà à toutes celles qui veulent se lancer que c'est courageux de leur part et que c'est bien, mais aussi qu'il faut faire les choses avec le cœur. Moi, je pense qu'il faut faire les choses avec le cœur, qu'il faut être vrai et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une communauté qui est engagée et qui est vraiment active. Et l'argent, pour moi, ça doit venir en second plan, tout simplement parce que être influenceur, c'est vraiment une activité qui est aléatoire. C'est aléatoire et donc, par ce fait, je pense que les revenus ne doivent pas être votre motivation première. Ça peut venir par la suite, bien évidemment, si vous avez envie d'y vivre. C'est aussi votre droit et on le comprend, mais il faut vraiment faire les choses avec le cœur, avec passion et c'est vraiment la plus-value que vous allez apporter aux personnes qui vont créer leur engagement. Donc quand les personnes ils voient qu'il y a pas beaucoup d'authenticité ou alors que vous êtes vraiment là que pour le gain, forcément ils accrochent moins, donc vous n'aurez pas forcément de résultats. C'est vrai. Et justement, t'en avais parlé tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, mais ça m'a échappé. Ce qu'elle dit, c'est super puissant. Soyez là d'abord pour apporter de la valeur plus que l'argent, parce que vraiment, des commerçantes qui sont là que pour l'argent, ça se ressent. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Et subhanallah, j'ai envie de parler de Haïté Maureen, la fondatrice de Nana Wax. Je ne sais pas si tu vois c'est qui.
Nana Wax, marque africaine. Alors, un Nana peu de Wax, ça me luxe. parle parce que j'ai déjà acheté Bah, à voilà. Abidjan quand j'y Donc, étais, mais je connais pas la fondatrice. par Voilà. contre. Et ben en fait, la fondatrice, elle disait que lorsqu'elle a démarré, elle avait une espèce de communauté où elle donnait plein de techniques, plein d'astuces pour s'habiller en wax, pour être stylée un peu à l'africaine. Ok. Et elle avait monté une énorme communauté, genre plus de 10 000 personnes. Donc quand elle a lancé sa marque, ça a pété en fait. Et ça confirme ce que Douce a dit, du coup, vraiment chercher à apporter de la valeur dans un domaine où il y a de la demande. Et à partir de là, en fait, vendre, ce sera beaucoup plus facile. Mais des fois, on arrive, oui, mais non, mais là, je veux faire de l'argent et tout. Mais les gens vont sentir malheureusement que, voilà, votre contenu, il est pas très touchant, il n'est pas très impactant. Et puis, vous n'allez pas durer. On va pas Ouais, se c'est mentir, ça. vous n'allez pas durer. Non. En fait, tu vas venir un temps, tu vas essayer de vendre. Déjà, si tu n'es pas formé à la vente, tu vas pas vendre. Et en plus, tu vas partir parce que tu vas sentir que l'argent n'est pas là. Mais quand tu es là parce que tu aimes ce que tu fais, parce que ça te parle, parce que, voilà, comme elle disait Douce, élever les gens, sentir que là, tu as contribué à la vie d'une femme par ta cause, avec son mari, ça va beaucoup mieux. En fait, c'est ton... Ça te nourrit premièrement avant que l'argent te nourrisse. Exactement. Comme je l'ai dit, l'argent, c'est doux, mais quand tu sens que tu as contribué à la vie d'une femme positivement, et ben en fait, alhamdoulilah, tu as tout gagné. On arrive à la fin de l'émission. Je pense que vous n'avez pas envie de nous quitter. Hein. Vraiment, c'était mal doux. Hein. Donc, Douce, ça va nous donner son petit mot de la fin. Quel message tu souhaiterais passer à toutes les femmes ? Alors moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, vraiment, c'est qu'elles doivent toutes se rendre compte de la valeur qu'elles ont. C'est super important parce que quand on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas ce qu'on mérite. Et quand on ne sait pas ce qu'on mérite, on ne peut pas poser de limites. Et donc forcément, on rentre dans des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec notre personne. Donc les filles, vraiment, rendez-vous compte que vous avez la valeur d'un diamant. Et voilà. Merci Douce, vraiment pour ce moment avec toi. La vérité, j'ai énormément profité de ta personnalité. Effectivement, tu as un aura. Oui, je l'ai ressenti. Non, vraiment. Et d'ailleurs, je vous confirme, elle qui disait que c'est quelqu'un qui met les gens à l'aise, je vous confirme que c'est la première fois qu'on se rencontre et c'était hyper fluide, hyper agréable. Donc, je vous invite à fond. Aller à son événement. N'hésitez pas, surtout si vous avez envie de vous redécouvrir et de tenter de nouvelles choses dans votre couple. Eh bien, Douce, elle est là pour vous. Donc, sur ce, on va se quitter. Franchement, c'était très, très, très agréable. Oui. On est passé par toutes les émotions, les rires, un peu de pleurs. Non, franchement, j'espère que vous avez apprécié. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que Douce ressemble à Marichou ? Parce que là... La Vraiment fameuse... Ah oui, dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est sa Juju ou pas ? Celle qui dit, vous trouvez que c'est sa Juju, mettez-le dans les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, moi, c'est Doucou Camara. Je suis plus connue sous le nom de Douce ou de Femme de Valeur. On peut recommencer ? Ça commence. Mais franchement, t'as géré. Non, on peut recommencer. Elle a dit. J'ai mal prononcé. J'ai senti que le Douce, il est un peu... Oui, C'est vrai. Douce, est-ce que tu peux... chacune son tour. Douce, arrête, s'il te plaît. C'est bon, on est sérieux. Allez, c'est bon. Dès que je vois de la toxicité... Ouf, tu vas te blesser. Je vais recommencer. Faut pas te blesser. Et moi, je suis une personne, dès que je vois de la toxicité... de la toxicité... Ah, toi, t'es parti quitter. T'es parti chercher les mots, là. Eh Dieu. Non, mais les personnes toxiques... Voilà, on va dire ça. Comment on dit la toxicité? Aide-moi, s'il te plaît. S'arrête, s'il te plaît. La toxicité. Si, voilà, merci. Toxicité. C'est ça. Et moi, je suis une personne, dès que je vois qu'il y a de la toxicité quelque part... Désolée. En plus, tu l'as trop bien dit. Désolée. Oh purée. Quelle hôte. Non, on va reprendre, ça va aller. Merci, Djibké. Ah, alhamdulillah. Non, franchement, on a grave géré. J'espère. Ah non, mais t'as géré. On va regarder le rendu, mais... Ah non, mais ça va être trop cool. Franchement, mais je pense que ça va bien rendre. Ouais.